L'horizon d'un futur incertain. Un voyage assombri par les vagues de la mort. Le Grand Bleu est presque devenu un cimetière à ciel ouvert. La quête d'un mieux-être est passée par là. La recherche d'un Eldorado au prix d'une vie, d'un avenir brisé. L'émigration irrégulière continue de faire des ravages avec son lot de conséquences. 8 septembre 2024, un dimanche noir, une page sombre dans l'histoire de Mbour. Le chavirement d'une pirogue en partance pour l'Europe a provoqué la mort d'une quarantaine de personnes pour une embarcation qui avait au minimum 200 passagers à bord. Cette maman, elle, a le cœur meurtri. Elle vient de perdre son fils cadet qu'elle ne reverra jamais. Un jeune garçon âgé seulement de 14 ans. Sama doom ak sama doomu mag mu ngi ci gaal gi waaye nag dañoo gëm dogal dañoo gëm natt lu xew lépp yàlla la sama doom kër gi muy sëy dunda bu metti la fay dunda fi mu ne fukki nit ak juróom nangam ñëpp dem dafa tiit ba dafa am doom kon loolu metti na daaw bu gën a ci gaal gi dem ma ko dabi ba bari ñi ma ne ko doo dem man mbëkk mi bëgguma ko doo dem mu déggal ma oññeeku waat ren dafa wax ba sonn ma ne ko doo dem toog na ay fan dafa feebar ma di ko xool mu jeex mu ñëw guddi gi mu ñëwee di ma wax pour ma bàyyi ko mu dem dama muñ mënatuma koo muñ ma ne ko comme affaire bi am na fu mu la toll te am nga ñooy àndal dénk naa la yàlla ak yonantam ak sëñ Babacar Si yàlla nañ la tëye. Pourtant, le jeune en question n'est pas à son coup d'essai. Après une première tentative infructueuse, sa maman lui avait demandé de ne plus prendre de tels risques. L'émotion est indescriptible pour une maman qui vient de perdre son deuxième fils en mer. magam dafa jëkk a dem géej des fi géej nga xam ne yàlla mooy dogal moom mu delluwaat desaat ci géej yàlla moo dogal dama gëm nattu nag jege na ma nag aw ma woon xarit amatuma ko woon bu nekkee fii fu ma jëm moom lay àndal Le quartier Tefes de Mbour a payé un lourd tribut de ce drame. La famille Diop à elle seule a perdu 14 de ses membres. Un choc, une catastrophe, une tragédie. wax dëgg yàlla ñëpp la metti man moom Ndar laa jóge ñoo jaale si leen jóobeen nag dama fee yàgg depuis Tefes Yaraax laa leen xam ne depuis 89 li samay wóllëre nag lu ne am naa ko fi ba ma seetaanee tamit affaire yi ci site yi rek ma bokk ak ñoom naqar bi ñëw toogandoo ñoom metti na torop ndax doom boo ko juree dem ba lekk njariñam mu dem kon bu la wanee ginnaaw day metti si ñoom. Quartier Thiocé de Mbour, 17h. Derrière cette ambiance de détente se cache une réalité, celle de la tristesse et de la désolation. On est attristé, ça il faut le dire. On est sous le choc. On est sous le choc du deuil, voilà, parce que c'est des jeunes qu'on a connus, qui ont grandi devant nous, avec qui on a énormément partagé. Alors souvent la mort est très atroce parce que ça vient à un moment très inattendu.
Je pense que c'est tout Mbour qui est affecté à travers donc, la disparition tragique de ces jeunes. C'est dans la nature de la personne de vouloir voyager. Même dans le Coran, il dit « Sirou fil ardi », voyager sur la terre, parcourir la terre. Mais je pense qu'il faut voyager, mais en respectant les normes établies. Donc pour effectuer un voyage, moi je pense que la pirogue, elle est faite, elle est destinée à aller pêcher. Au cimetière musulman du quartier Liberté 2 de Mbour, c'est toujours le recueillement de certains proches des victimes. Ici, l'émotion est toujours perceptible. lim bi lépp 35 personnes moo nekk fii 35 moo nekk fii fanweer ak juróom ñoo fi nekk keroog mbir mi yéemu na keroog parce que buntu bii oto mënu fee dugg oto yi sappoor yi keroog ñiy dugg fii dañ leen di dimbali ñuy xajal ndànk bañ dugg. L'ombre des disparus plane toujours sur cette plage de Mbour. C'est ici que la plupart des corps ont été repêchés. Mais en réalité, qui sont-ils? Combien sont-ils et d'où viennent-ils? À ces différentes interrogations, difficile pour le moment d'avoir des réponses exactes. Le Sénégal est en deuil, Mbour pleure ses enfants. Pendant ce temps, des milliers de jeunes continuent de braver encore les vagues de la mort. Darussalam 44, jour de prière pour une victime du naufrage. Des scènes devenues presque banales depuis le 8 septembre, date à laquelle la pirogue a chaviré au large de Mbour. Devant une telle situation, un collectif est né. Les acteurs qui constituent ces plateformes, donc, ce sont des acteurs qui étaient sur le terrain depuis plusieurs années dans la sensibilisation, mais aussi dans la dénonciation. Voilà, nous, on essaie au moins de sensibiliser les jeunes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi les parents qui sont aussi parfois responsables de la situation ou bien de la pression sociale qu'ils exercent au-dessus de leurs enfants. Maintenant, on a essayé de faire en sorte d'unir nos forces en tant que jeunes, en tant qu'acteurs citoyens et créer un collectif. Devant une telle situation, le président de la République n'a pas mis du temps pour réagir. Une réaction imprimée de sentiments de tristesse et de désolation. C'est avec une immense tristesse que je me tiens ici aujourd'hui, face à cette tragédie humaine qui nous bouleverse tous. La nation est en deuil et la situation est particulièrement insoutenable. Je voudrais au nom de cette nation, la nation sénégalaise, présenter mes condoléances aux familles éplorées et leur dire toute la solidarité de l'État et de l'ensemble du gouvernement face à la tragédie qui les frappe et qui nous frappe tous. Ce qui est arrivé ici à Mbour, qui est arrivé quelque peu partout sur les côtes du Sénégal, est le fait des filières de migration qui sont, il faut le dire, dans le trafic d'êtres humains, qui exploitent le désespoir de cette jeunesse et qui leur vendent le rêve d'un avenir meilleur. Trouver des solutions pour une question pourtant bien consacrée par le droit. On ne peut pas parler aujourd'hui de ce phénomène ou lutter contre le phénomène de la migration irrégulière sans pour autant revenir sur l'aspect droit de l'homme ou droit tout court. Parce que tous les spécialistes de la migration vous disent que la question de la migration est une question de droit. Ici même au Sénégal, nous accueillons des populations qui nous viennent de la sous-région, de l'Afrique en général et du monde entier. C'est de la même façon aussi que les Sénégalais aspirent à mieux vivre ou aspirent même à découvrir d'autres pays. Ça, c'est une question qui est à prendre en charge, à bras le corps, non seulement par nos États, mais par les populations sénégalaises. Mais malheureusement, cette approche droit, elle est négligée par rapport aux autres approches. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que le citoyen européen ou le citoyen américain
qui veut vivre au Sénégal ou qui veut tout simplement découvrir le Sénégal puisse faire une formalité de 5 minutes ou de 10 minutes sur place, chez lui, qui puisse venir au Sénégal et que nous-mêmes, déjà, nos enfants ne puissent pas avoir un visa de manière mais simple et régulière. Ce qui veut dire que l'obtention d'un visa constitue un véritable casse-tête pour les jeunes Africains désireux de quitter leur pays d'origine. Les statistiques renseignent que 70% des demandes de visa sont systématiquement rejetées. Aujourd'hui, les statistiques montrent qu'en Afrique, 54 millions d'euros sont perdus chaque année parce que c'est des montants non remboursables. Alors qu'il y a quelques années, quand tu demandais le visa, tu payais à peu près 9 000, 6 000, mais ces montants ont été augmentés pratiquement aujourd'hui jusqu'à atteindre 100 000 francs minimum. Et ces montants ne sont plus remboursables comme avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les montants des demandes de visa permettent au consulat de vivre ou de fonctionner. Et avec même un surplus. Il est montré aussi, selon les statistiques, que 70% des demandes de visa en Afrique sont rejetées. Parmi les jeunes qui ont perdu la vie lors du naufrage de la pirogue du 8 septembre 2024, il y en a eu que je connais moi-même parce qu'on a un de nos neveux qui est dedans, mais des jeunes qui ont terminé leur formation, qui voulaient aller vivre en Europe ou continuer leurs études, ou aller travailler en Europe, qui ont demandé des visas une fois, 2 fois, jusqu'à 3 fois, ils ont été rejetés. Et finalement, ils ont tenté la mort. Des bras valides, laissant derrière eux des familles meurtries, des cœurs déchirés. Et voilà des bouts de bois de Dieu, des orphelins qui n'auront pas la chance d'être bercés par un père. C'est pourquoi la prise en charge des rescapés demeure plus qu'une importance, une nécessité. Dans les premières années, nous avons développé ce qu'on a appelé les alternatives économiques. Parce que les jeunes, vous ne pouvez pas les demander de ne pas prendre les pirogues pour aller dans les îles des Canaries et de ne rien faire. Et nous avons jugé nécessaire, en tout cas, de les accompagner sur des petits projets en les finançant sur les activités génératrices de revenus de façon à les fixer donc, au niveau du pays. Ça, nous l'avons expérimenté et ça a réussi. Nous sommes une association de dimension nationale. Nous intervenons dans plusieurs régions du Sénégal, notamment au niveau de la région de Kolda, nous intervenons là-bas. Donc plus particulièrement dans le département de Vélingara, également dans la commune de Pakour. Dans la commune de Vélingara, nous avons pu mener un plaidoyer véritablement au niveau des autorités locales et véritablement le maire a été sensible par rapport à la situation des migrants de retour et véritablement ils les ont octroyé plus de 10 hectares de façon à les faciliter donc leur réinsertion économique. L'association des partenaires migrants ne se limite pas seulement à accompagner les migrants de retour pour faciliter leur insertion. Ceux qui sont en route sont aussi accompagnés grâce à l'existence d'un réseau qui regroupe plusieurs associations. Nous travaillons avec d'autres associations qui se sont implantées au niveau de la sous-région, notamment au niveau de la Mauritanie, au niveau de Burkina Faso, au niveau de l'Algérie, au niveau du Maroc, au niveau du Niger. Nous avons un réseau qu'on a appelé le réseau Maghreb Sahel. Le réseau Maghreb Sahel est constitué de différentes associations qui se sont implantées dans ces zones. La plupart du temps, si nous avons des migrants qui sont en route et qui sont dans des difficultés, c'est des associations qui sont au niveau local qui les viennent en aide, de façon à les accompagner. Si vous avez besoin donc, de quoi manger, ils vous donnent. Si vous avez besoin où dormir, ben, ils vous donnent où dormir. Si vous avez aussi besoin donc, de retourner donc, dans votre point de départ, ben, ils vous payent les billets. L'immigration irrégulière est une véritable catastrophe humanitaire. Aujourd'hui, il est difficile, voire impossible d'avoir une idée sur le nombre exact des pertes en vies humaines. Sur les statistiques des victimes, ben, nous ne pouvons pas bien très avancer là-dessus parce que l'État, il appartenait véritablement à l'État de communiquer les chiffres officiels. Mais la plupart du temps, l'État nous dit qu'il y a des disparus. Mais véritablement, nous qui sommes sur le terrain, nous savons très bien et nous remarquons très bien qu'il y a beaucoup de morts qui ont été enregistrés durant ces dernières années. Donc, figurez-vous une pirogue qui quitte Mour avec 150 personnes ben, qui échoue dans les zones de Maroc
On vous dit qu'il y a 30 rescapés, mais véritablement, donc, il y a 120 morts. Donc nous les considérons comme des morts. C'est vrai que dans le jargon juridique et dans le discours politique, les gens disent des disparus, mais véritablement, toutes les familles ont déjà consommé donc, le deuil. Mais qu'est-ce qui explique ce départ massif des jeunes vers l'inconnu, avec un nombre important de pêcheurs, des capitaines de pirogues qui sont pour la plupart chargés de conduire les embarcations vers l'Europe? À cette interrogation, la réponse de ce jeune pêcheur est toute simple. boo gisee xale yi di mbëkki Sénégal moo amatul liggéey surtout maa sunu tefes gi moo si raw da ngay dem géej ba ñëw doo am dépasse sa yaay bu la laajee amoo loo ko jox foo jëm grand foo jaa nga dugg si gaal yi dem wuti loo jox say waajur loolu kese moo ñu si tax a dugg du leneen relance des bateaux yi moom buñ ko amoon moom day def ñuy arrangé bu baax a baax a baax day arrangé jeunes yi tamit boole ci suñu classe gi nga xam ne amaguñ dara gis nga lañ ñu weexee xale yi ndaw lañ amaguma 20 ans weex taal. Les bateaux de pêche qui opèrent dans l'espace maritime sénégalais sont pour la plupart décriés par les acteurs. De 2019 à 2024, le Sénégal a contracté avec l'Union européenne un contrat où les clauses sont clairement définies. Le Sénégal dit que je vous accorde pour 45 navires. Et dans les 45 navires, il y avait 28 canneurs, 28 seineurs, 10 canneurs, 5 plangriers et 2 merlutiers. Donc le tout, ça fait 45 navires qui ont été permis. Et il y avait un tonnage aussi de 10 000 tonnes de thon, soit en moyenne 10 000 tonnes de thon par an. Et ça vous fait 50 000 tonnes sur les 5 ans. Et aussi, il y a les merlutiers c'était la première fois, c'était en phase de test. Donc c'est pour cela qu'on n'avait permis que 2 merlutiers. C'est un stock qui était là, mais qu'on ne maîtrisait pas, parce que ce n'était pas pêché, donc c'était dans les grands fonds. Donc on a permis, en guise d'expérimentation, de permettre 2 navires pour qu'on puisse avoir des données sur ces espèces-là. Donc il était autorisé 1750 tonnes. Voilà. Et en contrepartie, donc il y a 2 milliards par an que l'Union européenne devait nous donner. Et ça fait 10 milliards pour les 5 ans. Mais une question est pratiquement sur toutes les lèvres. L'impact des bateaux étrangers, c'est-à-dire la pêche industrielle au détriment de celle artisanale. Quand vous exploitez, que vous le sachiez oui ou non, toujours il y aura des impacts. Et nous, notre rôle, c'est d'amener des mesures de gestion pour que l'exploitation soit durable. Ça veut dire que prendre juste ce qu'il faut prélever pour permettre à la ressource de se renouveler. Et concernant l'accord de pêche avec l'Union européenne, l'espèce ciblée, en fait, ce sont les thons hauturières et migratoires. Ça veut dire que ce n'est pas des espèces qui sont ciblées par la pêche artisanale. Ce sont des espèces qui voyagent d'océan en océan. Et ça passe en haute mer. Donc notre pêche artisanale n'a pas les moyens pour les prendre. Mais néanmoins, il y a des captures accessoires, accidentelles, mais ce n'est pas une espèce ciblée par la pêche artisanale. Et deuxièmement aussi, les zones de pêche. Ces navires de l'Union européenne pêchent en haute mer, alors que notre pêche artisanale est côtière. Ce qui veut dire qu'on ne pourrait pas parler de concurrence sur l'espèce ciblée, ni sur la zone de pêche. Étant une espèce migratoire, le thon en question n'est pas en réalité géré par le Sénégal. Mais comment expliquer cela? Il y a une organisation internationale qu'on appelle ICCAT, dont le Sénégal est membre, ça fait 58 pays. Et c'est cette organisation-là, chaque année se réunit
pour dire voilà l'état du stock, voilà la quantité qu'on peut prélever et cette quantité-là est distribuée à chaque pays sous forme de quota. Maintenant, si l'Union européenne vient pêcher ce thon-là dans nos eaux, ce n'est pas dans le quota du Sénégal qu'il prélève ce thon, c'est dans le quota de l'Union européenne. C'est pour avoir l'accès dans nos eaux pour pouvoir pêcher, mais dans son quota. Parce que comme je l'ai dit, comme le thon est hautement migratoire, donc ça va quitter le nord de l'Atlantique, traverser tous les pays, aller au sud et même des fois prendre l'océan Indien ou l'océan Pacifique. Donc eux, ils suivent le poisson. Donc s'ils n'ont pas un droit d'accès au Sénégal, arrivés dans nos eaux, ils sont obligés d'attendre, d'arrêter jusqu'à ce que ça sorte dans nos eaux. Donc c'est pour cela qu'ils signent des accords de pêche avec plusieurs pays pour pouvoir suivre le poisson et le pêcher. Mais tout ce qu'ils pêchent, c'est dans leur quota. Malgré ces accords, les statistiques renseignent que la moyenne annuelle comprise entre 450 et 500 000 tonnes est toujours constante. Pour certains experts, il faut donc s'interroger sur la flotte artisanale qui ne cesse d'augmenter, mais aussi l'augmentation de la population sénégalaise qui aujourd'hui est estimée à 18 millions d'habitants. Alors, l'émigration irrégulière serait forcément liée aux bateaux étrangers? Une question qui mérite d'être étudiée en profondeur. Pour faire face à ce phénomène, l'État du Sénégal ne lésine pas sur les moyens. Une forte mobilisation des forces de défense et de sécurité est notée pour relever les défis. Sur la Petite Côte, la présence des éléments de la compagnie de la Gendarmerie nationale de Mbour sur le terrain est presque quotidienne. Le haut commandement de la Gendarmerie nationale a mis à notre disposition des moyens et nous a instruits à intensifier les patrouilles le long de la plage de la Petite Côte. C'est ainsi, dans la nuit du 17 au 18 octobre 2024, les éléments de la brigade territoriale de Joal ont été alertés par la douane de la présence d'un camion frigorifique à l'intérieur duquel étaient entassés 80 candidats à la migration irrégulière. Parmi ces candidats, il y avait 69 garçons et 11 filles. Pourtant, il n'y avait pas que des Sénégalais dans cette tentative de voyage vers l'Europe. Des personnes de nationalité étrangère étaient nombreuses à vouloir atteindre les îles Canaries. 44 candidats de nationalité sénégalaise, dont une fille, 35 candidats de nationalité guinéenne, dont 10 filles. Et parmi les 10 filles de nationalité guinéenne, il y avait une fillette de 6 ans et un burkinabé. Les premiers éléments de l'enquête nous révèlent la présence d'étrangers dans l'organisation du voyage. Et ils ont comme modus operandi d'encaisser l'argent des candidats dans un pays voisin et en coordination avec un Sénégalais d'organiser le voyage. J'appelle la population à collaborer encore avec la gendarmerie. Mis à part les moyens importants de l'État pour dissuader les candidats à l'immigration irrégulière, les autorités comptent faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Une mise en garde qui porte la signature du président de la République. La traque sans répit contre ces vendeurs d'illusions, ces vendeurs de la mort, va s'intensifier dès à présent. Il y a quelques jours de cela, la semaine passée pour le dire, s'est clôturée une opération appelée Djoko, qui était conjointement menée pendant plus d'1 mois par la gendarmerie, la police et même l'armée, et qui a valu la mise en échec d'un projet migratoire de jeunes à hauteur de 690 jeunes qui ont été appréhendés au moment de leur départ. C'est pour dire que le gouvernement est en train de combattre le phénomène et pour dire aussi que le gouvernement continuera à traquer ces vendeurs d'illusions, ces marchands de la mort jusqu'à leur dernier retranchement. Mais il faut, d'un autre côté, appeler à la responsabilité. Un message hautement symbolique qui pourrait refléter la volonté des pouvoirs publics de faire face à ce phénomène presque mondial. Pendant ce temps, Mbour est toujours plongé dans l'émoi et la consternation. Sur la Petite Côte,
le deuil est perceptible partout. L'ange de la mort rôde. Et si rien n'est fait, d'autres âmes pourraient encore s'envoler.